Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel info. Arc-en-Ciel, animation festive. Arc-en-Ciel, au cœur du Maroc. Et le sujet de ce jour, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui intéresse un grand nombre de nos concitoyens sur un niveau régional, plus large, maghrébin. C'est le sujet de l'intégration maghrébine et la coopération sud-sud. Ce jour, nous aurons un invité de grande marque, un invité qui marque et qui marquera encore, Inch'Allah, comme on dit, le monde maghrébin, le monde arabe, un homme de conviction, un homme qui a milité pour l'intégration maghrébine, un homme aussi, un spécialiste dans le domaine de la finance, aussi un spécialiste aussi dans tout ce qui est en relation avec la diaspora maghrébine. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولين شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلين يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي شحال شفت البلدان العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت وشحال تزيد ما زال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيامك جري فيك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال من العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال من العباد الغافلين قبلك وقبلي. Retour au studio, nous sommes en direct avec Monsieur Sami Oussaddaq. Bonjour Monsieur Sami Oussaddaq. Bonjour monsieur. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, une émission aussi dédiée pour la promotion du Grand Maghreb. Et nous avons à maintes reprises, on a essayé de faire intervenir des personnalités influentes qui ont un passé, qui ont en même temps un futur, s'il Dieu veut, pour la promotion de ce Maghreb, la promotion de cette intégration maghrébine. Bienvenue et je vais essayer, si c'est possible, de vous présenter avec votre CV qui est assez très long. Je vais essayer d'être le plus bref possible parce que je vous cache pas la vérité, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire et je vais essayer de faire pour le mieux pour nos éditeurs et éditrices qui connaissent pas Monsieur Sami Oussaddaq. Monsieur Sami Oussaddaq, c'est une personne date de naissance du 7 juillet 1961 à Alger.
Après les cycles primaires et secondaires effectués dans la capitale algérienne, il poursuivra ses études supérieures en France, diplômé en 1983 à l'Institut d'études politiques, l'IEP, section économie et finances. Il obtiendra également une maîtrise en relations internationales à la Sorbonne, ainsi qu'un troisième cycle Sorbonne-Pareil dans la même spécialité. Au cours de son passage à cet institut d'études politiques, il fondera la revue Azimut. Avec deux de ses condisciples, il mettra au point pour la première fois en France un système de notation des professeurs par les étudiants. C'est une première. À ce titre, il aura les faveurs du quotidien Le Monde qui consacrera un article mai 1983. Bravo, c'est Osdak. Parallèlement à ses études en 1983, il rejoindra le cabinet britannique du conseil Lancer Consultants Ltd, spécialisé dans l'économie et le financement des télécoms. Il sera à partir de Paris en charge de la veille économique dans la zone Europe du Sud et Afrique du Nord. En 1987, il prendra la décision de rentrer en Algérie afin de participer à l'effort de construction nationale. En 1988 à 1989, il fera un passage comme cadre supérieur à la Banque extérieure d'Algérie et au Crédit populaire d'Algérie, suite à cette expérience durant laquelle il a pu mesurer l'état dans lequel était le système financier algérien et sa faible propension à évoluer. Il réorientera sa carrière. Ainsi, il rejoindra le ministère de la Communication et de la Culture en tant que cadre supérieur, sous-directeur des études. Au cours de cette période, il fera l'expérience de la haute administration algérienne et de ses ouvrages. En 1990, autour des questions liées à la stratégie, il participera à de nombreux dossiers de privatisation. Dans le cadre de ses fonctions, il mènera notamment une étude portant sur la mobilisation de l'épargne offshore algérienne. Et il élabora aussi pour le compte de la Banque nationale du développement marocaine, BNDE, une stratégie de conquête en direction des résidents marocains à l'étranger. En 1998, après le rachat de la JB Bank par le groupe Naxis Banque Populaire, il sera en charge du pôle conseil et d'études de la filiale groupe dédié au Maghreb et Moyen-Orient. Il participera au lancement de la Natixis Algérie. Il décidera de rentrer encore une fois en Algérie. Il fondera ainsi la même année avec la SFI, Groupe Banque Mondiale, et la CCI, Fonds d'investissement américain, Algerian Investment Partners, première structure de banque d'affaires de droit algérien. Dès sa création, il deviendra le PDG. Reconnu pour ses compétences, en 2002, il sera à Alger un des fondateurs et premier vice-président du Cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise. Car en 2007, Sami Osdak deviendra conseiller du président du premier groupe financier libanais, la Banque libanaise d'outre-mer. À partir de Paris et Beyrouth, il sera en charge du développement au Maghreb. Intéressé par la prospective ainsi que les problématiques internationales, il fondera et présidera en 2013 le Cercle Ptolémée, cercle de réflexion consacré aux questions et enjeux méditerranéens. En mars 2014, à la veille des élections présidentielles, il rédigera la note Réussite Algéria. Ce document présente nombre de propositions économiques et politiques d'urgence afin de faire face aux défis que doit relever l'Algérie. Aujourd'hui, il conseille les institutions et des sociétés dans leur stratégie et leur développement. C'est au Soudak, je pense, j'ai essayé de faire pour le mieux pour vous présenter à nos auditeurs et auditrices marocains et non marocains. Sachez-le que votre parcours, c'est un parcours qui est très très varié en communication, en finance, en politique et aussi en think tank. Bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel et comme je vous l'ai dit la dernière fois, donc nous sommes sur un thème qui me touche à titre personnel à cœur, c'est l'intégration maghrébine, mais dans un cadre de la coopération sud-sud. Écoutez, je vous remercie d'abord de votre invitation et puis en vous écoutant énumérer mon CV, je me disais que le temps avait bien passé depuis mes débuts. et effectivement,
C'est une chance pour nous, hein, sur l'émission Arc-en-Ciel, d'avoir des personnalités de ce calibre, des personnalités de ce niveau, parce que, sachez-le, il y a beaucoup d'auditeurs, auditrices qui nous envoient des emails et qui se posent des questions. Il y a beaucoup de monde qui prennent acte des pistes de travail évoquées par nos intervenants. Et sachez-le, vous en faites partie et c'est une fierté pour nous. Et je vous remercie encore une fois et j'aurai à cœur d'essayer de défricher avec vous de nouvelles pistes ou en tout cas d'aller plus loin sur les pistes traditionnelles parce que si en un mot je devais dire une chose sur notre futur maghrébin, c'est que l'union maghrébine n'est pas un choix, c'est une nécessité. La question de savoir est-ce qu'il faut aller vers le Grand Maghreb, c'est plus une question. Aujourd'hui, nous avons, je dirais, une nécessité dans le cadre de la mondialisation de se regrouper en entités régionales et c'est un double mouvement entre la mondialisation et la régionalisation. Donc pour moi, la question du Maghreb est au cœur de mes préoccupations et elle est également au cœur de notre futur, tous, maghrébins, dans les pays maghrébins, mais également maghrébins de la diaspora. Exact. Parce qu'aujourd'hui, avec les modes de communication, je m'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies et notamment les technologies de l'information, les IT. Je crois que la notion de déterritorialisation est fondamentale. Ça veut dire que où que nous soyons, nous sommes reliés entre nous et avec nos pays d'origine. Et donc nous pouvons contribuer, où est-ce que nous sommes, nous pouvons contribuer à la prospérité de tous et de chacun. Exactement, c'est au Saddaq, c'est l'objectif qu'on essaye avec les moyens de bord de le mettre en avant depuis un certain temps. Et l'objectif aussi de dire comme quoi aussi l'Europe c'est une chance pour nous, cette diaspora, pour au moins vendre l'image de nos pays d'origine, le Maghreb, et ce que je peux essayer de répéter aussi au travers mon pays d'origine, le Maroc, le capital immatériel des Marocains résidant à l'étranger et son rôle et sa valeur dans le capital immatériel du Royaume du Maroc. C'est valable par rapport aux Algériens, comme c'est valable pour les Tunisiens, comme c'est valable pour l'ensemble de la diaspora, d'une manière un peu plus large, maghrébine, mauritaniens aussi, libyens. Mais sachez-le, il y a une opportunité, et cette opportunité, c'est un devoir qui repose sur nos épaules, tous, intellectuels, médias, hommes d'affaires, autres, de promouvoir, parce que aussi c'est une chance pour l'Europe, qu'il faut pas l'oublier. Donc, si je vous permettez, je vais vous poser la première question. Pour vous, la coopération sud-sud, sous un angle géostratégique, pour les pays du Maghreb, qui sont, bien entendu, comme tout le monde le sait, proie à une difficulté politique qui entrave cette intégration. Je dirais qu'en fait, nous sommes aujourd'hui, comme je vous disais, dans un monde globalisé, et il y a deux axes. Il y a un axe vertical, celui de la verticalité, à savoir la coopération nord-sud, mais également un axe, je dirais, plus horizontal, qui est celui du sud-sud. Sur le sud-sud, nous avons, je dirais, la coopération maghrébine. De mon point de vue, aujourd'hui, je pense qu'il y a dans cette coopération maghrébine un couple qui doit être moteur. C'est le couple maroco-algérien ou algéro-marocain. Chacun choisira le terme qui lui convient, mais c'est la même réalité. Du point de vue, je dirais, sud-sud, aujourd'hui, nous sommes, lorsque je dis nous, je parle bien évidemment du Maghreb. Je me projette dans une identité maghrébine. Le nous est un nous collectif. Nous maghrébins, de par notre positionnement géostratégique, nous détenons premièrement les clés du détroit de Gibraltar, qui est un axe stratégique ô combien important. Nous avons également, d'une certaine façon, je dirais, nous sommes la rive sud de la Méditerranée occidentale et à ce titre, nous sommes l'avant-garde de l'Afrique. Cette dimension africaine, nous l'avons. Nous l'avons d'une double façon. D'abord, effectivement, comme vis-à-vis de l'Europe. L'Europe nous voit comme un marché, mais également comme leur première frontière vis-à-vis de l'immigration clandestine. Et je dirais aussi, nous devons être ce que la Maroc a commencé à être,
un hub en direction de l'Afrique. Ça veut dire que nous devons être une porte d'entrée pour l'Afrique, avec une coopération fructueuse autant pour les Européens que pour nous, qui est aussi pour les subsahariens. Je crois que il faut rompre avec l'idée qu'aujourd'hui nous allons tout gagner et les autres ne vont pas gagner, mais bien au contraire, il faut que nous nous mettions dans une stratégie gagnant, gagnant, gagnant. Je répète 3 fois gagnant parce qu'il y a 3, je dirais, principaux acteurs dans cet axe, à savoir nous-mêmes maghrébins, l'Afrique subsaharienne et, je dirais, l'Europe. Alors, aujourd'hui, nous représentons pour l'Europe, je dirais, un marché de 100 millions d'habitants. Nous représentons l'énergie d'aujourd'hui, le gaz et le pétrole, mais également l'énergie de demain. Je parle bien évidemment du solaire. Et je vous ai dit quelques mots sur notre position stratégique. Et je pense que de ces avantages, il va falloir les maximiser, en faire, je dirais, un élément commun pour notre stratégie, pour essayer de faire du Maghreb, de ce Maghreb central, un point névralgique, tant dans les relations sud-sud que dans les relations nord-sud, qui est celle que je qualifierais de nord-sud-sud. Exactement. C'est aussi dire il y a un potentiel qui est là, personne qui peut le contrarier. Et ce potentiel, moi je pense, il y a aussi d'autres portes de sortie pour que, comme j'ai pas cessé de le répéter, on a échangé récemment par téléphone. Moi je crois ce qu'on appelle la politique de l'eau. La politique de l'eau n'a pas d'obstacle. Il n'aura jamais d'obstacle l'eau. Donc la possibilité, s'il y a un blocage politique, pourquoi pas qu'il y a d'autres paramètres, d'autres facteurs qui peuvent être fédérateurs, qui peuvent être des éléments de cohésion entre les pays du Maghreb pour faire face, pour saisir cette opportunité. Et c'est là où il y a ma deuxième question, si vous le permettez. Peut-on parler d'une opportunité historique pour une émancipation, j'ai dit une émancipation économique, politique, sociale et sécuritaire des pays du Maghreb, suite, bien entendu, à la crise que traverse l'Europe et l'enjeu du marché africain? Écoutez, tout à fait, je reprends un peu vos mots lorsque vous parliez de la politique de l'eau. Je dirais l'avantage de l'eau, c'est souvent de contourner les obstacles. Le cours de l'eau, il est difficile à bouger, hein. Il faut d'immenses barrages. Alors, faisons le pari que la volonté qui est la nôtre, hein, nous maghrébins, d'aller vers un avenir commun, et je dirais cet avenir commun, nous le ferons positivement ou négativement, mais il sera commun. Je m'explique. Ça veut dire soit nous construisons une zone de coprospérité qui sera le Maghreb en relation avec l'Europe et l'Afrique, hein, bien évidemment, soit nous aurons une zone compliquée où le mot principal sera incertitude. Les mots principaux seront incertitude et menace. Je crois que la configuration régionale, nous la connaissons tous. À l'est et au sud, les choses sont compliquées aujourd'hui. Nous, maghrébins, et je parle du Maghreb central, hein, qui est pour moi le véritable moteur de cette fusée qu'on essaie de faire décoller, et pour nous quelque chose de fondamental à construire, avec l'Europe, mais également avec l'Afrique. Et vous parliez effectivement de la question politique, je vous rejoins totalement. Si nous nous arrêtons je dirais, à l'obstacle politique, à ce petit barrage, je dis petit parce que l'histoire nous a montré, hein, je vous citerai que la conférence de Tanger en 58 ou alors la conférence de Zeralda en 88 a démontré que les populations, hein, c'est un peuple unique. Nous avons le même socle de valeurs, les mêmes origines. Et lorsqu'on voit l'histoire de l'Europe, qui n'a connu que bataille durant des siècles, ne serait-ce que le conflit franco-allemand, hein, et ses multiples épisodes, si les Européens ont pu mener ça, nous, avec nos avantages aujourd'hui et ce socle commun, nous pouvons dépasser cet obstacle. Et en matière d'économie, je crois qu'il faut rendre l'économie aux hommes d'affaires. Il ne faut pas que l'économie, les relations humaines, les échanges universitaires soient l'otage de la politique.
je vais être direct avec vous. Il ne faut pas que le conflit du Sahara occidental soit un élément bloquant du Maghreb, de la construction maghrébine. Parce que je crois que la construction maghrébine s'impose à nous. Il ne faut pas qu'elle nous soit imposée de l'extérieur, mais il faut que nous la construisons en fonction de nos intérêts bien compris, nos intérêts communs bien compris, parce que c'est là, de mon point de vue, la communauté de destin qui nous unit est le seul avenir qui va véritablement compter. Lorsque vous avez des ensembles comme la Chine n'est pas un pays, est un continent. Lorsque vous avez l'Inde, lorsque vous avez l'Union européenne, les États-Unis, croyez-vous que nos petits pays, parce que nos pays sont petits, nous les pensons grands, mais à l'échelle du monde, ils sont petits. Croyez-vous que nos petits pays vont pouvoir négocier véritablement nos intérêts communs? À mon avis, non. La seule façon d'avancer, ce sera l'union. Exactement. Si on se dit, vous avez évoqué trois pays, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, et vous avez parlé comme quoi il y a des soucis à l'est comme au sud. Sur un point de vue un petit peu, j'ose dire, un petit peu psychologique, il n'y a pas ce qu'on appelle cette notion de retranchement de ces pays par rapport à la peur qui les entoure. Parce que moi, je pense qu'il y a un problème de courage. Un problème de courage politique, économique, il faut y aller à l'avant. Parce que faire face à des menaces de l'Est et aussi du Sud, s'il n'y a pas un affrontement direct et d'aller à l'avant par plusieurs moyens économiques, politiques, sécuritaires et autres, on risque d'un jour de prendre l'habitude et de rester chez soi. Vous avez tout à fait raison. Bien évidemment, à l'Est, la Libye, qui malheureusement aujourd'hui est un État déliquescent, c'est une réalité. Nous connaissons le processus qui a amené cela, mais c'est une réalité. Au sud, nous connaissons les problèmes de la bande sahélienne aujourd'hui. Face à ces menaces, ce sont des menaces importantes, et ce sont des menaces qui risquent de durer. Le premier réflexe, et de mon point de vue, et je partage ça avec vous, n'est pas le bon réflexe. C'est celui de se refermer. De se refermer dans nos pays, sur nous-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est véritablement pas la réponse. La réponse, comme vous le dites, elle doit être variée, multiple, elle doit être économique. Vous savez, nous demandons, nous, à l'Europe, d'une zone de coprospérité en Méditerranée. C'est un de mes axes de travail. Eh bien, gageons qu'effectivement, le Sahel, nous devons aussi l'arrimer par la coprospérité. Et non pas juste par Khal Hadouma, ce n'est pas le Maghreb et tout. Non. Le Maghreb central, et j'en parle, permettez-moi cette image. Aujourd'hui, dans la construction européenne, à quoi arrivons-nous? On arrive à ce qu'on appelle une Europe à deux vitesses. Une Europe de Schengen et les autres pays. Nous, s'il y avait des similitudes à faire, ou en tout cas des comparaisons, disons que nos trois pays sont des pays qui sont à des niveaux de développement, de compréhension et d'intégration similaires, pas égaux mais similaires. Gageons que ces trois pays ont aujourd'hui plus naturellement vocation à aller plus vite vers l'intégration. Cela ne veut pas dire que nous devons laisser les autres pays en dehors du Maghreb, mais ils continueront à s'intégrer à leur rythme. Et je dirais même notre profondeur stratégique, l'Afrique subsaharienne, est amenée aussi à coopérer plus étroitement avec nous. Donc je vous rejoins, il va falloir sortir de nos égoïsmes nationaux d'abord pour aller vers le Maghreb, et je dirais d'aller encore plus au large, à savoir vers l'Afrique, et puis passez-moi le fait de se dire que nos accords avec l'Union européenne sont ce qu'ils sont. Nous avons fait, et j'assume ce que je vais vous dire, nous avons fait une bêtise, ça veut dire, la bêtise étant celle de négocier chacun de son côté. Je pense que lorsqu'il viendra le temps de cette renégociation, parce qu'il y aura renégociation, il faudra véritablement penser à édifier, bâtir une position commune pour être plus fort. L'enjeu d'avoir cette position commune, je vais vous la donner en un chiffre.
Aujourd'hui, les échanges intra-maghrébins ne dépassent pas 2%. Les échanges intra-communautaires sont en moyenne supérieurs à 60%. Donc, tant que notre relation ne sera bâtie qu'avec le Nord et en ignorant nos pays limitrophes, notre zone, nous avons peu de chance d'avoir des négociations avec l'Europe qui soient plus favorables pour nous. C'est aussi dire que le blocage, il est là, donc tout le monde le constate. Mais par contre, il y a une chose aussi qui me tient à cœur, c'est que tout simplement on parle de l'Europe, mais l'Europe, elle est aussi riche par sa diaspora maghrébine. Cette diaspora qui est de différents niveaux, donc il y a des intellectuels, des hommes politiques, des chercheurs, de la main-d'œuvre, des commerçants, des hommes d'affaires. Il y a tout un mélange et une grande force, puisque cette intégration maghrébine, cette volonté politique ne peut pas aboutir, espérons-le que ça ne va pas tarder de sortir de ce blocage. Pourquoi pas cette diaspora maghrébine, et c'est un vœu personnellement qui me tient à cœur, pourquoi pas qu'il y a réellement une intégration maghrébine des Maghrébins de l'Europe, et notamment ceux de la France, pour créer au moins une force de frappe, une force de dissuasion par rapport à nos pays d'origine sur le plan politique, voire économique. Écoutez, je partage avec vous ce vœu. Je partage d'autant, comme vous avez eu la gentillesse de le rappeler dans mon parcours, j'ai étudié de près les diasporas marocaines et algériennes à l'étranger, mais également d'autres diasporas dont j'ai vu l'apport dans leur pays d'origine, que ce soit les ex-Yougoslaves, les Portugais ou les Égyptiens, et d'autres. Et moi, je suis convaincu que dans nos pays respectifs, nos pays d'origine respectifs, l'apport de la diaspora sera déterminant. Il est déjà important du point de vue financier. Il faut savoir que d'après une dernière étude du FMI, l'apport des migrants, c'est ainsi qu'on les définit dans les statistiques du FMI, l'apport des migrants du point de vue financier, de leur transfert en tout cas, pèse annuellement en ce moment, c'est une étude qui date de 2013 ou 2014, pèse 15 milliards d'euros. Ce qui est non négligeable. Ce qui est non négligeable, d'autant plus que cet argent-là ne va pas dans les grandes infrastructures, mais va souvent d'abord pour subvenir à la famille, mais également dans les PME, PMI qui sont l'avenir de nos pays. Donc, l'apport de la diaspora dans notre pays est d'abord financier, il est également en termes de normes. Je m'explique, lorsqu'un jeune Marocain rentre au pays avec, je dirais, l'expérience du travail, des études ailleurs, suivant des normes nouvelles, il enrichit culturellement la société de par son apport. Et ça, c'est déterminant. Il nous permet, vous disiez tout à l'heure de ne pas se refermer sur nous, il permet également d'ouvrir des fenêtres sur le monde, à nos pays et à nos peuples respectifs. Donc l'apport peut être financier, économique avec de nouvelles idées, bien évidemment scientifiques, mais également culturelles. Culturelles au bon sens du terme. Je parle des normes de travail et différentes choses de ce type-là. Donc de mon point de vue, l'apport de la diaspora au pays d'origine est fondamental, mais je dirais également ici, vous savez, c'est très important ce que je vais vous dire, parce que nous, Maghrébins, bien souvent, nous ne sommes pas vus comme Algériens, Marocains, Tunisiens. Passez-moi l'expression, nous sommes vus arabes. Nous, les berbéro-arabes, sommes vus arabes. Et cette image qu'on nous renvoie permet de faire de nous quelque chose de plus unifié. Vous verrez en France ou en Allemagne ou ailleurs dans ces pays d'émigration que Algériens, Marocains, Tunisiens, par ordre alphabétique, Algériens, Marocains, Tunisiens, se parlent, communiquent, s'entraident. Ils prennent conscience de leur identité maghrébine. Et c'est un acquis formidable parce que de là se construit un début d'identité maghrébine et cela également permet à cette diaspora qui démographiquement commence à peser dans ces pays à constituer un ensemble. Il faut éviter tout ce qui nous sépare et bien au contraire mettre en commun ce qui nous rassemble, ce qui est le défi de notre communauté à l'étranger, mais également de nos pays d'origine.
Effectivement, c'est au SDER, sachez-le, c'est un vœu qui tient beaucoup de monde à cœur, hein. Donc il y a beaucoup de personnes qui croient à ce vœu, qui croient à cette intégration maghrébine sur le sol européen comme aussi sur le sol maghrébin. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, qui veut pas, ça change rien. Il y a une relation de sang, d'histoire, de religion, de race, de tout. Donc on voit les Berbères et les Arabes sont partout, soit en Algérie, soit au Maroc, soit en Tunisie. Donc il y a ces acquis, ces facteurs communs qui peuvent être que bénéfiques pour cette intégration maghrébine. Et surtout, vu que l'Europe demande cet rapprochement avec l'Afrique, et on sait pertinemment que le tremplin, l'unique tremplin le plus solvable, le plus fiable, c'est le Maghreb. Moi, je pense cette solvabilité, il faut qu'on l'exploite au mieux possible à travers des événements, à travers des rencontres, à travers de la promotion, à travers des think tanks, comme vous faites c'est au SDER. Et c'est ma dernière question, si vous le permettez. Et on parle de l'institut que vous présidez, le Cercle Ptolemy. Donc, il y a beaucoup de monde de chez nous là, donc, qui connaissent pas. J'aimerais bien, s'il y a matière, de nous faire une petite présentation, s'il vous plaît. Oui, très rapidement, le Cercle Ptolémée est un cercle de réflexion que j'ai créé en 2013 pour parler des problématiques méditerranéennes. Parce que je crois d'abord, premièrement, que nous avons des identités qui sont multiples. Hein, et la dimension méditerranéenne, il faut la réinvestir. Je pense qu'on l'a délaissée collectivement et que nous devons nous penser comme puissance, ou en tout cas comme partie prenante à cette Méditerranée qui est le berceau de notre humanité commune. Hein. Et aujourd'hui, du point de vue stratégique ou économique, la dimension méditerranéenne est importante chez nous. Donc ce cercle de réflexion a pour objectif de penser le futur commun de la Méditerranée, de s'interroger sur les problématiques aujourd'hui qui sont les nôtres. Nous avons déjà fait plusieurs conférences, dont une avec Madame Charfi, l'ex-ministre tunisienne, oui. Voilà, que vous connaissez, physicienne de renom international. Nous avons fait une conférence sur l'Algérie avec l'ancien ministre de l'économie. Nous avons également tenu une conférence avec Sophie Bessis, qui, elle, effectivement, parlait de l'universalisme. Hein. Nous, on parle d'universalisme méditerranéen. Et nous allons très bientôt faire une conférence avec Pierre Conessa, qui est un enseignant à Sciences Po et l'ENA, mais également qui a été un des grands ordonnateurs de la politique de contre-radicalisation aujourd'hui en France, qui viendra nous parler de ces questions qui nous touchent également aujourd'hui. Hein. Le terrorisme est quelque chose qui nous touche, qui nous interpelle, ici et dans nos pays d'origine. Donc nous essayons effectivement d'avoir une vision commune, de nouveaux questionnements pour permettre ce croisage, ce métissage et renouer les fils de cette trame que nous avons en commun, nous maghrébins, mais également nous méditerranéens. Arc-en-ciel. Exactement, c'est au SDER. Donc, il me reste quelques temps avec vous. Il y a 3 questions rapides. La première question, vous avez assisté récemment à la rencontre franco-marocaine à Paris et avec l'arrivée de M. le Premier ministre marocain Abdelilem Kiran et avec une délégation d'hommes d'affaires et politiques. Vous avez assisté à ce redémarrage d'une manière équilibrée et intégrée entre le Maroc et la France. Que vous inspire pour vous cette relance au point de vue économique? Et vous avez rencontré, d'après ce que j'ai vu sur votre page, le PDG du groupe Tijari Wafa Bank qui travaille, qui œuvre dans cette coopération sud-sud. Tout à fait. J'ai assisté donc à cet événement. Était là Sibin Kiran, effectivement, mais également plusieurs ministres. Hein, et de part français, aussi du côté français, il y avait Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Alors, je vais vous dire mon sentiment. Moi, je pense, premièrement, que le Maroc a une longueur d'avance
dans son déploiement en Afrique. Vous parliez de Tidjali Wafa, donc première banque marocaine que tous vos auditeurs connaissent, qui est déjà présente dans 13 pays d'Afrique centrale et occidentale. Hein, donc, et aujourd'hui, cette banque-là, telle que le disait le président, dispense 50% des crédits à l'économie dans cette région, ce qui est énorme. Hein. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, je veux dire, vous savez, moi j'aime bien les politiques, hein, j'aime beaucoup la politique, mais lorsqu'ils parlent d'économie, j'écoute moins. Alors, j'écoute plus les chefs d'entreprise. Et j'ai entendu des témoignages, mais des témoignages, je ne dirais pas, non pas romantiques, hein, Al-Watan et autres, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est la réalité des choses. Hein. Exact. J'ai entendu le témoignage de grands présidents de compagnies internationales, et surtout françaises, bien évidemment, qui, eux, ont expliqué pourquoi le Maroc était pour eux une plateforme intéressante. Et c'est ce discours empreint de réalité hein, qui m'a véritablement dit et démontré qu'aujourd'hui le Maroc, dans cette politique de projection vers l'Afrique subsaharienne de l'Ouest, voilà, de l'Ouest et centrale, est aujourd'hui arrivé à un stade d'avancement que je trouve extrêmement satisfaisant. Le Maroc peut s'enorgueillir de cette projection-là. Elle peut être un exemple pour le Maghreb et de toute façon, je félicite pleinement les Marocains qui, au passage, je vous dirais, sont des Maghrébins, donc mes frères. Deuxième question, si vous le permettez, le mouvement citoyen Ibtikar. Oui. Alors, le mouvement citoyen Ibtikar voulant dire en arabe innovation, donc son nom c'est Mubadarat Ibtikar, ce qui veut dire l'initiative Ibtikar. Et j'insiste sur le mot initiative. Alors, c'est un mouvement qui va être lancé officiellement à la fin de cette année. C'est un mouvement que je crée à Alger. C'est un mouvement qui a pour socle des valeurs politiques, qui sont, mais vous verrez, pas des valeurs partisanes, hein, qui sont l'état de droit, la démocratie, le pluralisme, la liberté de conscience, le respect des minorités et l'égalité homme-femme. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie, mais également le Maghreb, d'une façon plus générale, est à un moment historique de son développement. La crise et l'avenir qui arrive est un avenir inédit. Ni nos politiques, ni nos hommes économiques, ni, je dirais, nos hommes de culture, d'une certaine façon, n'ont connu cette situation. C'est une situation inédite. Et face à cette situation inédite, qui dit inédit, dit menace. Et dit également de trouver des choses innovantes, des solutions innovantes. Donc ce mouvement-là, à partir de ces valeurs-là, se propose d'être un réservoir d'idées et d'actions pour proposer aux Algériens un nouveau futur. Alors, j'insiste bien, nous ne sommes pas un parti politique, mais nous avons des valeurs politiques. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans la politique, mais dans le politique étant la vie de la cité. Nous voulons proposer aujourd'hui aux Algériens qui bien souvent sont en panne de futur, l'idée que un futur soit possible. Nous allons y contribuer, je dirais, d'abord par la réflexion, mais également par l'action, ça veut dire en proposant et en étant sur le terrain. Voilà quelles sont nos ambitions, et je parle d'ambition, parce que c'est important. Non, Inch'Allah, donc c'est tout à votre honneur et c'est quelque chose qui honore aussi l'ensemble des Maghrébins et ça montre une autre façon aussi de penser et ce qu'on appelle vraiment le véritable think tank pour une société meilleure, surtout maghrébine. Ma dernière question, c'est normal, par rapport à notre troisième pays, la Tunisie. Vous connaissez Madame Charfi, la Tunisie a été meurtrie récemment et il est en train de redémarrer. Quel message que vous pouvez donner au monde par rapport à un pays comme la Tunisie? Je vais vous dire d'abord, la Tunisie nous a, si on doit lui donner un message, je pense que d'abord la Tunisie nous a donné une leçon. Elle nous a donné une leçon, je vais vous le dire très brièvement, elle nous a donné une leçon, à savoir qu'aujourd'hui, le fait démocratique peut s'accorder avec la culture maghrébine. C'est fondamental. Parce que bien souvent, ici ou là, on veut nous faire croire
que nous, Maghrébins, d'une façon large, arabo-musulmans, il y a quelque chose dans notre culture qui ne peut pas s'accorder avec la démocratie. Wallah, ils nous ont donné une leçon. Ils nous ont donné une leçon parce qu'ils ont été à la hauteur, je parle de tous les Tunisiens, ils ont été à la hauteur, je dirais, des espérances qu'on a mis en eux. La Tunisie a été un laboratoire où l'expérience a été réussie. Aujourd'hui, il y a un équilibre des forces et surtout, je dirais, il y a des règles communes dans la vie politique qui vont permettre aux uns et aux autres d'activer, dans le cadre des règles de la République tunisienne, avec des alternances politiques et avec, je dirais, une stabilité. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, je dirais pour tout le Maghreb, encore une fois, nous ne sommes jamais à l'abri encore de troubles et de vicissitudes. Quel que soit le pays, celui qui vous dit que l'avenir à la Mazmoun est garanti, je vous dirais que faites attention. Faites attention. Faites attention parce que tous les jours, nous devons bâtir je dirais, notre futur. Le futur, pour tous, c'est incertain. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et enfin, je dirais, aujourd'hui, la Tunisie est un pays, je dirais, d'abord qui nous a montré ses ressources, sa résilience. C'est un pays où la main-d'œuvre est hautement qualifiée, où la notion de travail, de labeur est importante. C'est un pays ouvert au monde, c'est un pays compétitif. Je dis à tous, aux Européens et ailleurs, investissez en Tunisie. Et je vous dirais qu'investir en Tunisie, c'est aussi investir au Maghreb. Exactement. Il nous faut, nous aussi, Maghrébins, sortir. Et je vous le dis, pour Saraha, il faut que nous-mêmes, Maghrébins, sortons, de nos égoïsmes nationaux. Parce qu'il n'y aura d'avenir qu'un avenir maghrébin. Effectivement, c'est Osder, et sachez-le, c'est notre souhait, notre objectif. Et certainement, il y aura des choses dans ce sens pour très bientôt. Je ne vais pas trop en parler pour l'instant. Mais sachez-le, l'objectif est noble. Et l'objectif, c'est tout à l'honneur de chaque Maghrébin, de l'intérieur, de l'extérieur, qui croit à la promotion de ce Maghreb, qui croit à l'homme maghrébin. Parce que le Maghrébin, il ne faut pas l'oublier, c'est un homme de civilisation, c'est un homme, comme on dit chez nous, la tête sur les épaules, et il faut lui donner sa chance pour qu'il s'exprime et qu'il fait preuve de ses compétences. C'est Osder, je ne peux pas vous dire plus que merci. Sachez-le, on était vraiment épanouis et vraiment, comme je l'ai dit la dernière fois, vous êtes un homme que vous avez ce qu'on appelle pied à terre et vous parlez d'une manière pragmatique et d'une manière concrète, sans langue de bois. Et ça, c'est un honneur pour nous et pour nos auditeurs parce que ça permettra de dégager des pistes de réflexion, des pistes de travail. C'est à travers cette émission que si on arrive à dégager une ou deux ou trois pistes ou des gens quelque part qui nous écoutent, qui nous écouteront à travers YouTube et les autres moyens de communication, ça permettra de dire, tiens, on a participé à quelque chose et vous en faites partie de ces gens-là qui nous épaulent par rapport à leur participation dans nos émissions. C'est Osder, marhaban, wa mbrouka. Choukran. C'est Abdallah Sif, juste un point dernier. Vous êtes un homme qui portait cet idéal. Faisons tous ensemble que cet idéal devienne réalité. ليختك شكرا سي أصدق والى ان شاء الله عما قريب. تحيه خاصه الى الشعب المغربي، الشعب الجزائري والشعب التونسي والى الجاليه المغربيه الجزائريه والتونسيه الموجوده باوروبا وخاصه بفرنسا. هذا يوم سعيد وعواشر مبروكه للجميع ورمضان كريم ان شاء الله عما قريب. بارك الله عليك وان شاء الله في مناسبه اخرى باذن الله في المستوى وفي الميدان باذن الله. مع السلامه اخي، مع السلامه. الصديق Samy, qui est un homme reconnu à l'échelle internationale, un homme de la finance, un homme politique, un homme des médias, un homme aussi intellectuellement parlant, le véritable think tank, et le président du cercle Eptonimi sur Paris, et aussi le président du mouvement citoyen Eptikar. الله عليك يا بلادي فيك
تحلى بلادي 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 زينة وكل يوم تحلى كل يوم تحلى بلاد غريب الله عليك يا بلادي الله عليك يا بلادي الله عليك يا بلادي الله عليك يا بلادي Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel info. Arc-en-Ciel, animation festive. Arc-en-Ciel au cœur du Maroc.